l'enregistrement commence. Alors, aujourd'hui, pour celles et ceux qui vont nous écouter, eh bien, j'apparais en solitaire, puisque mes amis habituels en chair sont au loin, ils sont là, sur Skype, et les autres ne nous ont pas encore rejoints, mais ça viendra. Donc, dernièrement, je vous avais invité à travailler sur des neurofonctions, alors soit en général, sans vous préoccuper de quoi que ce soit, on peut dire, je vais associer 1 et 2. Et à ce moment-là, j'ai une connexion 1 et 2. Bon. Ou 1 et 3, ou 2 et 3, etc. Bon. Mais je vous avais aussi recommandé, pour ceux qui le souhaitaient, de travailler sur des neurofonctions, on va dire, motrices, c'est-à-dire 5 et 4, sensorielles, on va dire 3 et 7, et puis j'aurais dit dans un langage ancien végétative, mais je dirais maintenant donc stagnante, 1 et 6. Alors, est-ce qu'il en est parmi vous qui ont testé, soit dans le processus très ciblé que je viens de dire en second, soit d'une manière tout à fait ouverte, comme je l'ai dit en premier? Alors, ne laissez pas trop de temps mort, sinon nos auditeurs vont changer de chaîne, c'est terrible. Je vais bien lancer. Naturellement, la machine en moins a une facilité une propension à aller vers le sensoriel, j'ai oublié comment tu l'as appelé à l'instant. Donc très souvent vision et oui, donc 3 et 7, aidé du fait que je regarde beaucoup de séries télévisées où j'audio-visionne mes écrans. Et l'auto-observation est assez intéressante dans le sens où l'auto-observateur séquence complètement l'auto-observation, c'est-à-dire que là où normalement la machine absorbe les sens, donc oui, vision et autres, vibrations d'ailleurs, pendant l'audiovisionnage d'un film, l'auto-observateur qui se concentre à analyser ou à regarder ce qui se passe, je sais que je vois l'image, et si je me concentre sur la neurofonction 7, il y a une forme de coupure, c'est très étrange, il y a une forme d'échappement de soi où je regarde mes oreilles finalement, et je sais qu'il y a quelque chose devant moi, mais je ne le vois pas, entre guillemets. Et au moment où je change, et je passe entre les deux, il y a cette observation que j'avais faite précédemment de zoom, un peu comme une focale d'appareil photo, où le sens est flou et il y a un très faible temps d'accommodation, où le sens se remet en focus. Donc entre image et son, le son devient très clair, j'entends finalement un découpage des fréquences, où j'entends les instruments séparément au lieu d'entendre un orchestre par exemple. Et en image, c'est similaire. La machine en moi se concentre sur un visage et part sur l'espace autour de l'écran. Donc, il y a une forme de zoom concentré vers l'extérieur. Et ça ne change pas si je vais de l'un à l'autre plusieurs fois pendant une auto-observation continue. 1, 2, 3, 7, 3, 7, 3, 7. Donc voilà, c'est ce que j'ai en gros auto-observé. Oui, c'est en effet, et ça nous ramène même à des questionnements du type, est-ce que c'est la neurofonction 3, donc visuelle en premier, ou la neurofonction 7, auditive, en premier? Parce que avant d'accrocher la connexion, d'accrocher l'attention aux deux, justement, bipolaires, il faut savoir par où ça commence, en effet. Et une dernière chose que j'ai oublié de mentionner, c'est s'il y a une asynchronisation entre le mouvement, la vue
ce que je vois à l'écran, ce que mon machine voit à l'écran, et le son, par exemple, un décalage de la bande son par rapport à la bande vidéo. En ce qui me concerne, je pense que ma machine est plus concentrée sur le son, puisque la machine veut synchroniser l'image vers le... Ça n'a pas vraiment de sens, puisque je suis en train de dire on va synchroniser l'image vers le son, ce qui veut dire la même chose dans l'autre sens. Mais en moi, la machine veut que l'image... C'est elle qui me dit l'image est trop tard ou trop tôt. Elle ne me dit pas le son est trop tard ou trop tôt. Donc il y a une espèce de... Je sais pas de... Le son prend le dessus, en tout cas pour ma machine. Alors, je reviens sur ce qu'a dit, Danfield, avec il a dit une focalisation de l'attention. Et là, ce que tu nous as décrit, Amaury, c'est des auto-observations qui vont d'une à l'autre, ce qui est bien aussi. Mais il y a aussi la possibilité, comme le soulignait Danfield, de commencer par travailler sur la neurofonction 3 de base. Si la neuroconnexion est 3 inter 7, travailler une auto-observation de la neurofonction 3 jusqu'à ce qu'il y ait une stabilité de cette neurofonction, puis essayer d'y adjoindre la neurofonction 7 en auto-observation. Et bon, il y a diverses possibilités de travail, hein. Ça, c'est une possibilité. Okay. Alors, on aperçoit Isabelle qui veut prendre la parole. Juste appuyer sur le bouton de son. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Alors, justement, pour rebondir sur ce que disait Serge, et aussi Amaury, et pour lier la fonction 3 avec la fonction 7, je me suis... enfin, j'ai entraîné ma biopsychomachine à réagir dans des situations d'irritation visuelle, puisque ma biopsychomachine, au départ, est plus sensible à la vision qu'à l'audition. Et je me suis aperçue que dans des situations, par exemple, où il y a un conflit, soit soit je suis au milieu d'un conflit, soit j'en fais partie, ma biopsychomachine va se figer sur ce qu'elle voit qui l'irrite, et à ce moment-là, il n'y a plus aucun son qui rentre dans ma biopsychomachine. Seule l'image compte. Et au bout d'un instant, on va dire ça peut même mettre jusqu'à 1 minute, ce qui peut paraître long quand même. Quand mon mental ou le mental a repris le dessus sur la biopsychomachine, à ce moment-là, le son pénètre à nouveau dans ma tête, ou résonne dans ma tête, et à ce moment-là, certaines bribes de mots, c'est comme s'il y avait une surfocalisation sur certains bribes de mots et qui viennent en répétition, comme une rumination, même si on n'en est plus là déjà dans le conflit ou dans la situation. Et donc, je me suis aperçue que les deux neurofonctions avaient vraiment du mal à cohabiter ensemble, sous l'effet certainement du stress, d'une émotion, ou peu importe. Mais en tous les cas, c'est là où j'en étais de mes observations, vraiment dans une situation de conflit. Voilà. Interpellant. Stéphane. Laurent, tu veux parler peut-être? Oui, donc j'ai auto-observé un peu dans le même ordre d'idées.
quelque chose avec la fonction visuelle, donc l'émotionnel qui perturbe la fonction visuelle, et aussi l'émotionnel en relation avec une personne spécifique qui perturbe la fonction d'interprétation, du son, mais c'est plus que ça, c'est l'interprétation du sens des mots. C'est-à-dire que c'est une personne particulière qui me téléphone et comme elle a une tendance à, on va dire, à se plaindre et à avoir des pensées qui sont des fois éthiquement douteuses. En fait, j'ai remarqué que c'est comme si je baissais le volume du son, c'est-à-dire qu'automatiquement, j'entends le phrasé ou la mélodie, mais je n'entends plus je n'interprète plus ce qui est dit. C'est un mécanisme de défense automatique. Et alors, j'ai la même chose lorsque je reçois des papiers administratifs que j'ai tendance à ne pas comprendre. J'ai remarqué que ma vision se trouble. Et que dans ce cas-là, je suis obligé d'aller chercher des lunettes pour voir de près, alors que, a priori, j'en ai pas forcément besoin. En tout cas, dans la journée, j'en ai pas besoin. Donc, c'est très ciblé sur des situations particulières, des objets, des thématiques, en fait, des thématiques particulières ou une identité particulière. L'objectif qui était à atteindre, c'était surtout plus que de découvrir si on a, à son plan sensoriel et sensoriel, des blocages d'ordre affectif ou émotionnel, c'est plutôt de nous dire, est-ce que je peux, par moment, décider d'être attentif ou attentive à deux neurofonctions en même temps. Et par exemple, là, je parle, je peux être attentif, par exemple, on reste sur du sensoriel, attentif au son de la voix que j'entends qui est la mienne, a priori, et en même temps à ce que je vois sur l'écran. Et là, la question, elle est, est-ce que je vais maintenir cette attention longtemps, pas longtemps? Tout à l'heure, Isabelle nous parlait d'une minute. En effet, une minute, c'est immensément long. On a beaucoup parlé de quasi-simultanéité dans les processus attentionnels, et on croit que c'est simultané, mais ça ne l'est pas. Seulement, ce qui est intéressant, ou plus exactement, précisément ce qui est intéressant, est de pouvoir maintenir l'attention, c'est-à-dire susciter la suite de l'attention bipolarisée. Et il y en a parmi vous qui ont essayé donc de tenir cette attention bipolarisée. On reste sur le sensoriel, mais on peut aussi se promener sur, par exemple, en termes de sortie, sur le processus sortant, donc corporel moteur. Est-ce que quelqu'une parmi vous se serait entraîné à être attentive à je suis dans telle posture corporelle, et en même temps, paradoxalement, à cette posture corporelle, j'ai des petits mouvements, et je vais essayer d'être attentif ou attentive aux deux, entre guillemets, en même temps. On est toujours dans du quasi-simultané. Ah, j'ai l'impression que je vois la main levée de Laurent. Alors, je rebondis un peu sur ce que tout le monde a dit. Je pense que c'est très difficile d'être attentive quand il y a des irritants, quand on aperçoit qu'on n'est pas très confortable. Après, ça peut être parce que, par exemple, on anticipe qu'on va avoir une discussion qui n'est pas très sympathique. Et dans cette anticipation, on a tendance à réagir de façon, comme Stéphane a évoqué, défensive. Et après, je rebondis aussi sur ce que Isabelle a dit. Je pense qu'il y a des fois quand il y a une situation de conflit, j'ai déjà eu deux reprises, on va dire. Une fois, c'était un accident de vélo, une autre fois, quelqu'un qui a sorti un couteau dans une fête. Et là, effectivement, tout va au ralenti, les images, il n'y a pas de son.
et l'image fait un ralenti. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est l'état d'esprit quand on est, on va dire, zen. On a tendance à avoir des sens qui sont accentués et on peut après s'auto-observer. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de moments dans la journée où on est assez zen pour pouvoir accomplir cet effort? Ça, c'est la grande question parce qu'il y a tellement de effets extérieurs qui vont venir devenir irritants et vont faire qu'on ne peut pas achever ce qu'on voudrait. Alors ça, c'est au fur et à mesure de ton travail, c'est au fur et à mesure de ton expérimentation que tu vas pouvoir aborder en neuroconnectant toutes les parties de ta journée. Il est évident que maintenant, Laurent, bah, tu commences par expérimenter dans des moments de calme. Et ensuite, tu t'apercevras que bah, ces expériences, elles vont se propager dans d'autres moments de ta journée, puis encore d'autres moments, dans des rôles différents. Tu t'apercevras que tu es présent. Et je le répète encore, mais là, c'est pas le cadre, mais le fil rouge pour moi a toujours été la neurofonction 13. Et donc, cette neurofonction intellectuelle conceptuelle où je suis présent à mes mots. Donc, cette présence est un fil rouge, un signal d'alarme pour me permettre d'être l'auto-observateur de moi-même dans beaucoup, beaucoup de situations, puisque à beaucoup de moments de la journée, je vais parler ou penser. Voilà, donc au fur et à mesure, tu t'apercevras que tu arriveras à être neuroconnecté dans beaucoup, beaucoup de moments de ta journée. Pour l'instant, évidemment, c'est le début. En effet, je me rappelle d'étudiants précédents qui avaient travaillé sur, par exemple, la neurofonction 4, et en se disant, voilà, j'ai conscience de mes mouvements, des mouvements de ma psychomachine. Et c'était un moyen, en effet, il y a plusieurs possibilités selon les uns et les autres, mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire, bon, on va essayer au maximum de trouver la neurofonction qui nous sert de base. Et en effet, c'est la façon après de se rattacher aux autres, mais on y arrivera progressivement. Y a-t-il d'autres interventions en termes justement de C'est la neurofonction qui nous sert de rappel à nous-mêmes. Donc là, puisqu'on est sur du sensoriel, souvent, et je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est la vue pour beaucoup et la neurofonction stabilisatrice. Voilà. Et pour certains autres, comme Amaury, c'est Louis. Bon, alors, d'autres qui ont envie de s'exprimer ou pas? Là, c'est bon. Je voudrais rajouter un élément sur ce que tu viens de, ce que tu viens de décrire. Dans la maintenir en fait, c'est encore une auto-observation a posteriori, mais dans le croisement entre le rôle et l'ouïe, dans un environnement assez bruyant, parce que ma neurofonction un peu prépondérante, c'est vraiment l'ouïe. Cet après-midi, dans une conversation avec une personne assise à côté de moi, mais énormément de bruit et d'autres conversations derrière moi, j'ai dû maintenir le rôle dans la conversation avec la personne à côté de moi, tout en étant attentif au début malgré moi, et j'ai observé la machine prend attention et commence à écouter la conversation d'à côté tout en essayant de maintenir le rôle. Donc cette maintenance, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, enfin maintenir l'attention, et je sentais comme une tension musculaire un peu quand on s'exercice et qu'après avoir tenu une posture pendant une minute, on est évidemment fatigué. La même sensation s'est présentée en moi où j'ai dû dire à la personne à côté de moi,
excuse-moi, je ne peux plus t'écouter. Mon attention est complètement réduite à 0. J'ai atteint mon quota. Je suis complètement à 0. Donc ça, c'est un peu pour rebondir sur ce que tu disais. Alors, un petit passage vers Carole, vers Constantin, vers Aurélie. Moi, je veux bien prendre la parole, mais j'ai eu quelques difficultés à expérimenter là, pendant la période qui s'est écoulée. Mais pour rebondir sur ce que Serge disait, c'est qu'en fait, j'ai pas pris le temps. C'est pas que j'ai pas eu, c'est que je n'ai pas pris le temps de me poser pour expérimenter. Mais par contre, les expérimentations sont venues à moi de façon naturelle, dans des situations qui étaient complètement, je dirais pas inappropriées, mais plutôt spontanées. Et ce que j'ai pu observer, c'est que moi, je serais plutôt comme Amaury, où effectivement l'ouïe, la fonction auditive serait prédominante. Et notamment quand je marche, quand je fais une balade, je suis plus attirée, enfin, la concentration en tout cas de ma machine se porte sur les sons qui m'entourent. À tel point que des fois, j'observais que les mouvements de mon corps prenaient le rythme en fait des bruits environnants. Donc comme si en fait ma machinerie finalement se mettait au rythme de la nature. Et d'autres observations que j'ai pu faire, c'était par rapport au rôle. Le rôle, les postures, c'était toujours un peu lié. Donc en fait, c'était je n'étais pas, comment dire, je ne portais pas une attention particulière sur une neurofonction, soit la posture, soit le rôle, mais à un moment donné, il y avait un arrêt sur image qui me permettait de prendre conscience que dans certaines situations, parce que j'avais tel rôle, j'avais systématiquement telle posture. Et puis, à un autre moment, donc là c'était un cas très particulier, si on reprend la notion des émotions, effectivement, les émotions peuvent complètement nous submerger et nous, non pas nous anesthésier, mais nous couper de certaines observations. Donc, les neurofonctions, la machinerie va agir de façon complètement automatique, mais effectivement, les émotions prennent tellement le pas qu'on ne se rend plus compte de rien. Mais par contre, j'ai pu observer ce moment où j'étais anesthésiée. C'était assez improbable, parce qu'en plus, c'était alors là, complètement une situation assez inappropriée. Mais je me suis rendu compte que j'étais en train de m'auto-observer dans cette situation-là. Et là, je me suis dit, je ne pensais pas que c'était à ce point-là qu'on pouvait effectivement introduire les expérimentations dans notre quotidien. Juste en conclusion, on n'a pas forcément besoin de se mettre systématiquement, enfin, ça peut être utile pour certains, mais moi, alors en l'occurrence, j'ai pu expérimenter le fait que je pouvais vivre aussi certains exercices de façon complètement spontanée. Voilà, sans forcément me mettre dans une situation et me préparer longtemps à l'avance ou quelque chose comme ça. Oui, c'est très riche. Non seulement, en effet, fonction entrante, c'est-à-dire que ça te vient et tu le saisis,
Ensuite, oui, prendre conscience de soi, c'est déjà énorme. Alors ensuite, beaucoup plus tard, dans quelques mois, dans quelques trimestres, ce qui deviendra intéressant, c'est de se dire, il y a quelqu'un qui se fâche devant moi, et puis dans moi, il y a soudainement la prise de conscience, ça se fâche en moi. Ah, je stoppe la machine et je décide, on calme tout, bien je décide, oula, l'autre, il faut vraiment le calmer ou la calmer, donc je vais me mettre à mais simplement le il est conscient, il est habité, il peut stopper à tout moment. Ça, ce sont des moments formidables. Et surtout, alors, j'ai noté que tu avais testé donc 7 inter 4 et 6 inter 5, donc pour passer du numérique au sémantique, donc neurofonction auditive comme base, se connectant à une neurofonction de mouvement corporel, et puis la neurofonction on va dire, de rôle, de je vais dire ça, programmation connectée avec la neurofonction 5, donc la neurofonction de posture corporelle. C'est très intéressant pour la suite de ce qu'on va travailler. Donc, merci Carole. Alors, je me tourne aussi donc vers Aurélie, vers Constantin, à moins que vous n'ayez rien à dire. Sinon, allez-y. J'ai remarqué que pour moi, la neurofonction qui était la plus prédominante, c'était plutôt la neurofonction qui était liée donc, à mon positionnement dans l'espace, que c'était beaucoup plus facile pour moi d'associer avec les autres neurofonctions et plus particulièrement avec celle avec le mouvement. Donc, par exemple, j'étais en train de marcher de mon université à mon travail et sans prendre conscience et de manière non délibérée, j'ai remarqué que vraiment, de manière très, très rapide, j'ai pu prendre donc, conscience de l'environnement qui m'entourait et également donc, de mes mouvements, de mes pas. Et à ce moment-là, j'ai ressenti comme si l'environnement qui était tellement immense autour de moi écrasait donc, ma taille, ma posture, mais à la fois, j'avais la sensation également d'être légère. Donc, c'était un peu deux contrastes que j'ai pas forcément réussi à trouver une explication derrière. Alors Aurélie, là aussi, merci pour l'innovation, parce qu'évidemment, il y a un merci à tous ceux qui sont exprimés avant Carole et avant toi, mais ils étaient, disons, dans le travail, alors que là, on déborde un peu. Alors, c'est très intéressant ce que tu as dit à deux niveaux. Déjà, comme vous l'avez compris, je n'ai pas évoqué la neurofonction 2 dans cette expérimentation, parce que justement, on la travaillera après, séparément. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, quelqu'un en toi, ça revient à ce que disait Serge un peu avant, a pris une neurofonction qui lui sert de base, et il s'avère que c'est la neurofonction 2. C'est intéressant. Et évidemment, par la suite, on y reviendra, parce que c'est une neurofonction qui n'est pas en couple, qui n'a pas de neurofonction en face d'elle, si je puis dire. C'est comme la lettre N dans l'alphabet, c'est-à-dire tout peut se mettre en couple, sauf un élément, et bien là, c'est la prise de conscience de soi dans l'espace, alors que ce soit l'espace, je dirais, extracorporel, que ce soit l'espace intellectuel ou l'espace motivationnel. Ce sont des espaces et c'est tout. Donc, très intéressant. On y reviendra, mais voilà, je m'arrête là. Constantin, tu as un mot à dire? Oui. Ça fait depuis tout à l'heure que je désactive ou que je réactive mon micro. Alors, moi, de mon côté, je dirais que d'une part, j'ai proposé de faire une marche neuroconnectée, donc je vais parler de l'activité, l'une des activités qui m'est la plus plaisante, c'est de marcher.
Et justement, pendant mes marches, il m'arrive tout simplement d'être présent, en tout cas moi-même, et d'observer en tout cas le moindre détail qui est autour de moi, mais à la fois de m'imposer des sujets de réflexion qui peuvent concerner soit en tout cas de l'organisation de mon temps de vie, soit de mon travail, des sujets complètement intellectuels, et de faire tout en même temps. Et justement de tester justement à quel moment je suis en capacité d'être attentif à ce que je suis en train, en tout cas, de penser, et en tout cas, d'élaborer dans ma tête. A priori, il y a en tout cas des élaborations, parfois de solutions pour des projets complètement techniques ou technologiques. Et de l'autre côté, d'être présent à la nature, au chemin que je suis en train de suivre, au pas que je suis en train d'effectuer, ou le pied qui est en train de toucher le sol, et parfois les douleurs que j'ai encore dans l'orteil depuis 1 an, et tout ça en même temps. Et justement, je voulais parler du temps. Depuis le début de nos expérimentations, j'ai pu constater que j'avais de plus en plus de temps. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a remarqué la même chose que moi, mais en tout cas, j'ai l'impression que mes journées sont de plus en plus longues. Voilà ce que je voulais dire. Je sais à peu près pourquoi. Hein, je suis conscient. Justement, je suis tellement conscient que à un moment, en fait, finalement, le temps où j'étais inconscient et où je ne vais pas dire ne faisais rien, où je n'occupais pas ce temps utilement en tout cas, à explorer, en tout cas, ce que j'étais capable de faire dans ce temps-là, eh ben, il était perdu. Voilà, donc je pense que c'est l'un des premiers constats. Ensuite, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. J'ai aussi, pour revenir au constat tout à l'heure sur le fait d'être parfois dans une situation où je suis dans une certaine béatitude, où finalement j'entends la personne en face de moi, où je m'observe entendre la personne et comprendre ce qui est dit lors d'une réunion comme ce soir, ou pendant une réunion professionnelle, et d'être complètement, d'avoir complètement tout mon corps en fait qui est inhibé, en fait, d'être complètement immobile, juste attentif à ce qui rentre dans mes oreilles. Voilà. Donc, et ce qui se pense en moi aussi, puisque a priori, j'écoute en même temps que le son me parvient, en tout cas de l'extérieur. Voilà. Donc j'ai de plus en plus, en tout cas, ce genre de type d'expérience, et parfois même, alors là c'est à contrario, c'est moi dans la voiture, en train de conduire, d'observer la trajectoire de la voiture d'au-dessus de la voiture. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais parfois ça en devient flippant, donc même limite angoissant. Donc pas toujours des expériences très positives, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, je sais pas toutes les neurofonctions que ça appelle, mais je me dis que c'est pas forcément quelque chose. Si je me reprojette 1 an en arrière, c'est pas forcément des choses, ou en tout cas, c'était pas des expériences que je pouvais vivre, Voilà. J'ai terminé. Alors, la notion de temps, je reviens avec un livre de référence concernant la neuroconnectique. Eh bien, la notion de temps
elle est toujours là, c'est-à-dire que parfois on a l'impression d'être dans le mouvement, et puis soudainement on prend conscience du mouvement comme s'il était ralenti, alors qu'en fait, d'une certaine manière, on a accéléré la prise de conscience dans ce mouvement pour percevoir celui-ci comme ralenti. Alors, ça peut être un mouvement intellectuel, un mouvement émotionnel, mais ça peut être aussi motivationnel, mais ça peut être aussi un mouvement corporel. Et ce que tu dis là, Stéphane l'a un peu dit avant, il y a eu aussi Amaury, il y a eu Carole, et finalement, on est en sous-jacent tous dans cette réalité quand on essaie d'être attentif à soi-même. Et le plus intéressant, c'est quand on arrive à être attentif à deux paramètres en soi-même, eh bien, ça développe le soi-même qui est attentif, tout simplement par l'effort d'être attentif à ces deux paramètres. Alors, je vous propose qu'on lance le cours, donc le travail dirigé, le cours pratique numéro 12, parce que celui-ci est un peu copieux, et je vous lirai des extraits, toujours issus du livre Neuroconnectique enseignement, parce que j'ai relu un peu ce qu'avaient écrit certains étudiants il y a quelques années. Il est vrai que c'est fourmillant d'idées. Et je vous propose donc de vous programmer pour notre prochaine rencontre à travers des expériences, je dirais des exercices, comme disait Carole, très pointus, à savoir, d'abord, donc il va s'agir donc d'atteindre des neuroconnexions fonctionnelles sollicitant intrinsèquement notre neurosystème corporel, depuis donc, des connexions neuronales, on va dire sensorimotrices. Alors, je vais commencer par là, donc on dira sortantes. 5 inter 3, je vous invite à le noter. Donc 5 inter 3, c'est-à-dire que vous allez essayer d'être attentive à ce qui est postural sur le plan corporel, à j'ai ma jambe croisée sur l'autre, ou j'ai tout droit debout, ou je ne sais quoi, j'ai une main sous le menton, ou ceci, cela. Et puis en même temps, la neurofonction 3, c'est-à-dire qu'est-ce que mes yeux voient en ce moment. Alors, ça peut être extrêmement interpellant. Donc je vous invite à peut-être le tester. Alors, je vous lis avant peut-être une petite remarque d'un étudiant, d'une étudiante d'il y a quelques années. J'auto-observe qu'il n'est pas contradictoire d'écouter quelqu'un pendant une expérience de type 3 inter 5. Vous noterez que celui-ci ou celle-là n'a pas pris 5 inter 3, mais 3 inter 5. Toujours la notion de savoir qu'est-ce qui nous sert de base. Mon attention devient faible pour l'écoute de la parole de mon interlocuteur, tandis que les deux attentions que je porte à la vision et à la posture corporelle de ma biopsychomachine deviennent plus accrues. Donc, s'il y en a un ou une parmi vous qui veut se lancer tout de suite en expérience, en se disant, voilà, je vais essayer d'être attentif ou attentive à mon 5 inter 3 ou à mon 3 inter 5, donc, quelle est ma posture, que vois-je en même temps, et j'essaie de tenir cette attention pendant quelques instants, peut-être des secondes, peut-être même plusieurs secondes. C'est marrant parce que l'exercice me rappelle énormément les exercices qu'on peut tenter à la gym où quand on n'a pas l'habitude, il y a une forme d'oscillation autour d'un équilibre instable. Donc j'ai l'impression que la machine a une espèce d'équilibre instable. J'essaye de stabiliser une concentration sur deux neurofonctions, mais il y a une perte d'équilibre. Oui, c'est exact. Alors, comme je le disais, hein, c'est important, cherchez chacun d'entre vous laquelle est la plus facile, c'est-à-dire 3 inter 5 ou 5 inter 3.
Personnellement, dans ma machine, j'ai stabilisé initialement, mais j'ai beaucoup d'années d'expérience, donc évidemment, c'est simplifié, mais j'ai stabilisé sur une des deux fonctions, bien évidemment, qui me permet de placer l'autre dessus, toujours dans cette notion de quasi-simultanéité qu'on a déjà évoquée. Là, vous pouvez vous dire quelle est la posture qui est la mienne, chacun d'entre vous, la posture qui est la vôtre. Et puis, quand vous avez capturé, vous êtes là attentif, attentive à cette posture, des jambes, du tronc, de la bouche, de je ne sais quoi, eh bien, qu'est-ce que mes yeux voient? Et peut-être que mes yeux voient une couleur, voient une forme, voient un contraste. Et vous revenez sur la première prise de conscience, si j'ose ce terme, c'est-à-dire l'attention portée à tel ou tel élément postural corporel en vous, puis vous revenez à ce que vos yeux voient, et de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Alors, qui veut en parler ou pas, sinon j'arrive à l'expérience suivante. Comment est-ce que tu décris ta posture? J'ai du mal à avoir les mots pour décrire ma posture. Alors, sans mots, sans analyse, par exemple, là, vous observez le Danfi qui apparaît. Je ne suis pas dans une posture comme ça. Je ne suis pas dans une posture comme si. Je suis dans une posture comme ça. Donc, je ne donnerai pas de mots, je n'analyserai pas, et simplement, j'observe de l'intérieur, j'auto-observe. Voilà la posture de la bête dans laquelle j'existe pour l'instant. Et en même temps, je fournis l'effort en étant dans l'attention portée à cet animal-là, corporellement, posturalement, être attentif à ce que ses yeux voient, en l'occurrence, nous tous, ici présents. Alors pour moi, c'est les formes d'abord et la lumière. Il fait très beau aujourd'hui, donc il y a des lumières très intenses. Forme d'abord et lumière. Et retour sur posture. La vue influence la posture dans le sens où le regard se porte au loin, la posture est comme ça, le regard se porte près, la machine a envie de s'approcher et non pas l'inverse. Oui, tu as un il y a un changement de posture. Ce que je t'observais tout à l'heure, c'est que en commençant par la vue et ensuite en m'essayant à des auto-observations de posture, je n'obtenais qu'une partie de ma posture, c'est-à-dire le haut, mais pas forcément le haut et le bas. Et pour obtenir les deux, j'ai changé ma neurofonction d'épaule et j'ai commencé par la neurofonction 5, donc pour la stabiliser totalement sur tout mon corps et auto-observer totalement ma posture pour ensuite ajouter du 3 et de la vue, qu'est-ce que je regarde. Essayer de maintenir ça quelques instants, quelques millisecondes, secondes. Voilà.
Alors, je vous propose de passer à une suivante. On en a une douzaine, alors on y va en douceur. 5 inter 7, ou 7 inter 5. Donc, toujours une posture corporelle, mais associée cette fois, connectée à ce que nos oreilles entendent. Alors, par rapport à cette 5-7, pendant que tu parlais tout à l'heure d'Anne-Fille, tu parlais de la posture corporelle, ou Serge aussi. Donc, je suis rentrée à l'intérieur de ma biopsychomachine et je m'auto-observais. Et donc, je sentais le poids de mes coudes sur la table en même temps que mon pied, enfin mes 2 pieds étaient croisés dessous et que un de mes pieds battait la mesure. Et je me suis demandé de quelle mesure il s'agissait. Et tout d'un coup, Louis, en fait, s'est porté sur l'extérieur ou en contrebas de mon appartement, il y a une réception de 30 personnes qui, depuis tout à l'heure, s'esclavent, etc., rient gentiment, pas de manière outrancière, mais rient gentiment. Et je me suis rendu compte que mon pied battait la mesure de ce qui se passait à l'extérieur. Et donc, je me suis restabilisée sur ma posture ensuite. Et j'avais toutes les peines du monde à arrêter ce pied qui avait pris cette cadence-là. Donc, je me suis auto-observée. Alors, est-ce que mon corps, est-ce que ma biopsychomachine avait plus envie, avait une attirance pour aller rejoindre ce tempo? Je me suis posé la question. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la biopsychomachine, mais par contre, ce qui est interpellant, c'est qu'on avait, pour ceux qui le souhaitaient, travaillé dernièrement, notamment 5 interquartes, donc pouvoir auto-observer attentivement ce qui est postural et ce qui est gestuel dans notre machinerie. Donc il y a une partie qui bouge, et une partie, en l'occurrence le pied, qui tapote, et puis une partie stable. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est de pouvoir, en décidant d'être attentive à ce qui est de la nature, de ce qui est stable, connecté par exemple à l'écoute, eh bien, ça peut t'amener, ce qui est assez intéressant, à te libérer. Je ne sais pas quelle en est la cause, hein, j'insiste bien, mais à te libérer du mécanisme tempo. Puisque tu focalises ton attention de plus en plus, et donc tu développes ta volonté, tu développes ton intentionnalité, ton intention, sur être attentive à ce qui est donc postural corporellement et auditif. Donc c'est assez intéressant aussi de pouvoir nous dire à quel point nous pouvons calmer la bête, l'animal dans lequel nous existons, en produisant justement cette double attention. Et ce qu'on peut observer maintenant, parce qu'il y a déjà 2 neuroconnexions que nous sommes en train d'explorer, d'expérimenter, et notamment parce que sur ces 2 neuroconnexions, il y a la neurofonction numéro 5, donc de la posture. Ce que je peux observer maintenant, après quelques minutes d'expérience sur ces neuroconnexions, c'est que la neurofonction 5 m'est plus facile maintenant,
il y a un auto-observateur plus stable sur ma neurofonction 5, donc sur ma posture. Parce que, on a expliqué tout à l'heure, il y a déjà un petit moment que je m'y essaie. Et donc, elle s'est stabilisée. Alors, d'autres remarques? Bien, j'aborde la suivante. Bon, alors j'y vais. 4 intercepts. Donc, tombe bien, tout à fait en harmonie avec ce que disait Isabelle. Nous sommes en mouvement et nous observons en même temps que ce qui se meut. Delphine est en train de parler, peut s'observer de l'intérieur dans les mouvements de la bouche, mais on a tous des mouvements du regard ou autre, et connectés au son que nous entendons. En fait, quand c'est une neurofonction prépondérante, la deuxième neurofonction devient, en tout cas en ce qui me concerne, le même effort qui m'était nécessaire pour découvrir les neurofonctions au début de nos TD, devient en fait cet effort par rapport à Louis, qui est ma neurofonction prépondérante, est très stable. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir un effort supplémentaire de rajouter une observation de l'autre neurofonction par rapport à Louis. Que ce soit 4, 7, 5, 7. J'ai pas d'effort de concentration pour écouter ou entendre la conversation. Et donc, je peux accaparer l'attention sur l'auto-observation du mouvement, par exemple, en ce moment où j'auto-observe mon oscillation en mode relax dans ma chaise, tout en m'auto-écoutant et en écoutant la machine d'Anfield. Alors, je t'écoute avec beaucoup d'attention et de plaisir, parce que j'auto-observe le mouvement respiratoire dans ma machinerie, et en même temps, je t'écoute, et en même temps, puisque certains avaient parlé du temps avant, je me projette vers le Amaury centenaire dans quelques années. Le Amaury centenaire qui, comme Beethoven, commence à dire « Oh là, commence à être dur d'oreille, quel enfer, ça ne va plus ». Mais non, parce que justement, il y a ces connexions. Et donc, c'est en travaillant sur, par exemple, le mouvement, et voilà que cette berceuse va amener la reconnexion, eh oui, par le mouvement corporel, du système sensoriel auditif. Et là, au lieu de perdre en sonorité 70%, ce sera perdu qu'à 30%, par exemple. Donc, petit intérêt dans la suite des événements à partir de ces connexions. D'autres réflexions sur ce 4 inter 7 ou 7 inter 4? Juste sur l'expérimentation qui continue pour moi et qui est donc repartie depuis la stabilisation de la neurofonction numéro 5, la posture. Je m'aperçois, parce que j'ai une grande stabilité posturale, qu'il m'est plus facile d'attraper, d'accompagner mes mouvements corporels, car c'est ceux qui bougent dans ce qui est stable au niveau de ma posture. Et donc d'ajouter ensuite la neurofonction numéro 7 et les sons, qui eux sont plus furtifs pour l'instant. Ah oui, en effet, Serge a raison de mentionner. Pour certains et certaines d'entre nous, on l'a découvert avec des étudiants dans le passé, se dire je vais être attentif ou attentive à mes mouvements, ah non, ça bouge, j'y arrive pas. Et en effet, l'astuce, c'est peut-être de se dire je vais passer par d'abord un travail sur mes postures corporelles avant d'arriver à travailler sur ma gestuelle corporelle. Donc c'est en effet une astuce. Donc
pour ceux qui se diraient « j'ai essayé l'expérience d'avant, mais c'était difficile », avec le 5 inter 7, l'expérience de maintenant, 4 inter 7, devient finalement la facilitation vient de ce qui a été mis en place avant. Alors je vous propose donc du 4 inter 3 pour rester et clore le premier des 3 volets, le volet sensorimoteur, on va dire sortant. Donc 4 inter 3 ou 3 inter 4. Donc on vient justement, on était sur de la stabilité, on vient sur les mouvements. On a des mouvements et puis on va être attentif à ce que nos yeux voient, et ça a été dit un petit peu avant, on peut voir les couleurs notamment, c'était ce que disait Amaury par rapport à l'ensoleillement. Pourquoi on ne dira plus que London est sous la pluie tout le temps. Là, tout en vous regardant, j'entends mon cœur battre. Enfin, je l'entends pas, heureusement, ce serait grave. Je le sens. Donc, on a du mouvement dans la bestiole, dans le grand singe sapiens, et en même temps, je vous regarde. Donc, c'est assez intéressant d'être dans les deux. C'est bien de nous rappeler ça parce que moi, mon auto-observation du moment est toujours externe. J'ai jamais le réflexe d'observation interne ou de la tentative d'auto-observation interne. Un élément qui s'est passé à l'instant qui était très étrange, c'est dans l'auto-observation de 3. En fait, il y a eu attrapage du mouvement des yeux. Donc, au lieu de j'auto-observais ce que je regardais au loin au paysage, mais au lieu d'auto-observer la neurofonction 3, en fait, j'ai attrapé la fonction 4 de façon accidentelle, puisque les yeux bougeaient de droite à gauche pour scanner le visuel. Donc, il y a eu une espèce de jointure entre les deux neurofonctions, qui était très étrange pour moi. Alors, d'autres expressions des uns des autres, des unes et des autres. Ce que tu viens de dire, Amaury, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la continuité de ce travail et les auto-observations qui s'intensifient, qui s'amplifient. Là, on est rentré dans du travail sur un temps plus long, où on s'exerce, donc l'amplification de l'auto-observation va aller crescendo. Ok. Bon, alors je passe à la suite. Donc là, on va rentrer dans ce que j'appelais, non, je passerai peut-être après, c'est peut-être compliqué. On est dans du sortant, je vais dans de l'entrant. Attendez que je dise pas de bêtises. Alors, c'est complexe. Hein. Sensorimotrice, c'est bien, donc on va dire qu'on était dans de l'entrant sortant. Et là, j'ai noté végétatimotrice. On va dire qu'on est dans du stabilisant sortant. Allez, on commence. 1 inter 4, 4 inter 1. Alors, est-ce qu'il y a du mouvement là? On peut en effet évoquer les mouvements internes, le cœur qui bat, ou
les poumons qui respirent ou des mouvements externes. Ça bouge en nous, ça regarde à gauche, à droite. Bon. Et puis, de là, capturer, être attentif, attentive à si on est contracté ou relaxé de tel ou tel endroit de notre corps, le pied gauche, que sais-je, le ventre, la prostate et d'autres bizarreries dans la machinerie pour qui a ce genre d'organes. Donc, inter 1, on rappelle, neurofonction 1, contraction, décontraction corporelle. Où se situent mes contractions, où se situent mes décontractions corporelles. Et en effet, quelqu'un ou quelqu'une plutôt, il me semble, il y a quelques minutes déjà, évoquait cette découverte de se retrouver avec, justement, on est par exemple contracté et c'est lié à telle ou telle posture. Ah, j'ai pris telle posture et j'ai tendance à me contracter. Pour moi, la machine a tendance à se contracter. Donc, je vais peut-être me dire, je peux garder la même posture, mais lancer le Kazatchuk, mais tout à fait tranquillement. Donc, l'observation, tant de ce qui est contracté ou relaxé dans telle ou telle partie de notre anatomie, notre corps, soit à côté, oui, à côté, avant ou après, la posture, les postures corporelles qui accompagnent cette relaxation ou contraction ici ou là. Par exemple, très concrètement, quelqu'un l'évoquait un peu tout à l'heure, ça m'interpelle. Par exemple, on va avoir un mouvement qui nous amène à être comme ça, je ne sais pas, le visage est contracté parce que... Mais c'est dans une certaine posture du visage. Il y a une posture. Il y a une posture du visage qui vient par la réaction à autrui. Quelqu'un nous parle, la machinerie, ça a été dit tout à l'heure, se met à avoir tel ou tel comportement. Mais le comportement postural, il est accompagné souvent d'un comportement de contraction ou de relaxation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir saisir les deux, qui permettra par la suite, évidemment, de libérer des pertes d'énergie par la contraction inutile. Dans l'expérience, je sais pas si c'est bien ou pas bien d'ailleurs, mais dans l'expérience de l'auto-observation, je force la machine à... J'auto-observe une zone de la machine et je lui dis essaye tension, détention, mais le chemin vers tension-détention est un mouvement. Donc j'ai du mal à détacher l'auto-observation mouvement et tension dans ce sens-là. Et donc j'essaie par exemple de bouger, de créer un mouvement pour distraire la machine tout en continuant l'auto-observation d'une autre zone du corps, mais en ayant conscience de ce mouvement. Mais j'ai du mal à détacher les deux. Enfin, je ne sais pas si c'est bien ou mal d'ailleurs, mais... Non, ce que tu dis est très logique, et d'ailleurs je me rends compte que moi-même, bon, je vous évoque 1 inter 4, et je suis déjà sur un inter 5. C'est-à-dire que l'aspect postural et l'aspect mouvement sur le plan corporel et sur le plan intellectuel et sur le plan motivationnel, on retrouve les mêmes mécanismes, est très lié. Et donc, entre deux mouvements, il y a une posture. Ouais. Et entre deux postures, il y a un mouvement. Donc forcément, on a tendance à être dans l'un et dans l'autre. Donc 1 inter 4 ou 1 inter 5, ça se chevauche. L'intérêt simplement, c'est en termes d'autodiscipline, de nous orienter vers des moments où nous allons nous dire
je vais essayer d'être attentive à justement ce qui est contracté ou décontrasté en moi, et en même temps, quelle est ma posture corporelle ou quels sont mes mouvements corporels, ma gestuelle du moment. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Danfield, en fait, est-ce que pourquoi est-ce qu'on a un postulat de faire interagir deux, alors qu'on se rend compte justement que souvent on passe par une troisième ou on passe par une deuxième pour arriver quasi immédiatement à une troisième neurofonction. Est-ce comment ça se fait qu'on n'en soit pas déjà à 3, entre guillemets? Comment j'observais du point de l'œil le demi-sourire de Serge, parce que avec Serge, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur des processus en cascade, et ça peut aller très très loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec une dizaine de fonctions qu'on active avant d'arriver à un résultat. Mais évidemment, on va rester dans ce qui est plus simple, c'est-à-dire qu'on peut avoir une base 8, une base 12, une base 60, comme les Babyloniens, une base 60. Mais non, on va commencer par la base 2, parce qu'au moins ça, c'est le plus petit dénominateur commun, ça va être justement telle neurofonction connectée à telle autre neurofonction. Même si, en effet, on se rend compte que entre deux, il y a peut-être une troisième, ce que tu viens de dire, Isabelle, ou peut-être que ces deux-là, elles suscitent l'arrivée derrière d'une troisième, et que ce soit entre deux ou que ce soit après les deux, ou que ce soit même sous-jacent, qui va produire les deux, ça aussi, ça va très loin. Mais non, restons dans l'idée que, et c'est vrai que je trouve très amusant que, je suis toujours, comme vous le savez, dans l'observation de la vie vivante dans l'instant présent. Il se pense en moi un tel et un tel me téléphone, ou bien il se pense en moi à tel événement et je me rends compte que je suis en train de marcher dans l'événement. Et là, je venais de parler un instant de ce mécanisme, je dirais, d'effort vers l'attention consciente, vers deux processus. Et juste là, tu soulèves, tu arrives à cet instant-là, Isabelle, pour soulever ce questionnement. Ce questionnement de se dire, est-ce qu'on pourrait avoir 3 ou 4 ? Et le mécanisme dont je venais de parler juste avant, c'était celui de l'autodiscipline. C'est-à-dire se discipliner soi-même à « je vais être attentive à ceci et cela, et pas autre ». Alors ça peut paraître un peu rigoureux, mais simplement ça va très loin. C'est ce que je disais avec un peu de plaisanterie à Amaury, en lui disant, bon, quand on aura un Amaury centenaire, sachant qu'Amaury a comme base principalement les sons, si justement, alors ça nous arrive parfois quand on prend l'avion et on se dit, oh, j'avais un rhume, mais là j'entends plus rien, j'ai un bruit terrible dans les oreilles, c'est affreux. Mais si on s'est entraîné à connecter avec une neurofonction précise, cette neurofonction de base qui est la nôtre, en l'occurrence, bon, pour Amaury, c'était l'oreille, oui, mais chez toi, Isabelle, c'est peut-être la vue, mais chacun va trouver à un moment donné sa neurofonction. Alors évidemment, ça peut être très bizarre chez Aurélie, se dire c'est mon positionnement extracorporel, etc. Bien sûr, chez chacun, on a l'un, l'autre, mais dès qu'on a pris conscience qu'on peut être attentif volontairement à ceci et cela, et non pas je me promène dans le flou, je suis perdu dans le flou, non, c'est une grande discipline, ça et ci, puis ça et ça, puis ça et su, puis ci et su, etc. Et quand on arrive à ça, ce mécanisme-là, eh bien, on a de plus en plus une maîtrise sur l'animal. Voilà, donc c'est assez important. Alors, je suis totalement d'accord, mais tout à l'heure, quand je décrivais ce qui m'arrivait, donc la conscience de ma biopsychomachine dans la posture de mes bras qui appuyaient sur la table, et puis la conscience, donc la posture, la conscience ensuite du mouvement du pied, très consciemment, et puis à cela s'ajoute la conscience de l'ouïe avec les rires d'en bas. À nouveau, je reviens sur la conscience du mouvement de mon pied qui fait le lien entre les rires, le rythme des rires et le pied.
Et à nouveau, je reviens dans la posture. En fait, ce sont des instants brefs, mais très précis et très focus à chaque fois, disciplinés, si je voulais reprendre ton mot, et des prises de conscience qu'en fait, ma biopsychomachine pouvait être à la fois très consciente de la posture, du mouvement du pied, des rires en même temps, revenir sur le mouvement du pied de manière très précise et disciplinée, et finalement se remettre dans la posture qui était demandée à ce moment-là. Donc, du coup, bon. Bien sûr, mais ça, c'est un très beau travail. Là, c'est effectivement un travail en cascade, un travail dans l'instant, dans le moment, et donc on perçoit ces auto-observations qui vont et qui viennent d'une neurofonction à l'autre pour créer finalement des neuroconnexions en cascade. Mais pourquoi ça? Parce que nous avons commencé par travailler sur des neuroconnexions cadré, voilà, je cherchais le mot. Et ensuite, il y a eu cette liberté, parce que je le disais tout à l'heure, depuis un petit moment maintenant, nous avons commencé à travailler ces neurofonctions, ces neuroconnexions. Donc maintenant, effectivement, parce qu'il y a eu ce travail au préalable, tu peux travailler ce que tu viens de décrire, et c'est ce qui devient un travail intentionnel. Et là, on est dans du très beau travail, oui, effectivement. Mais il faut commencer par un travail cadré. Voilà, c'est indispensable pour en arriver à cette liberté que tu étais en train de nous décrire. C'est très beau. Alors, bon, je vous propose d'aborder la suite. Alors après ce 1 inter 4 et ce 1 inter 5, explorons le 6 inter 5 et le 6 inter 4. Donc, ce rôle corporel qui se joue à travers nous, pouvons-nous l'associer, le connecter en termes d'attention portée à nous-mêmes? Ce rôle, c'est je suis comme si, bon. Et ce rôle qui se joue, l'associer à telle posture, parce que peut-être que le rôle ou à tel mouvement, peut-être que tel rôle apparaît parce que nous avons adopté telle posture. Si on se tient comme ceci, on va avoir un certain rôle peut-être lié à ceci. Si on se tient comme cela, il y aura peut-être un autre rôle lié à cette posture corporelle. Et puis si on est agité avec le pied qui rythme les 30 voisins, eh bien, il y aura peut-être un rôle qui va se lier à ce pied en mouvement. Et si on est attentif à notre respiration, selon qu'elle est agitée ou qu'elle est calme, peut-être qu'un rôle, là aussi corporel, s'associe, je reprends ce terme, se connecte, j'allais dire, à ce mouvement, à cette dynamique en termes de mouvance corporelle. Donc, je vous invite à entrer en expérience, puis à parler, si ça vous dit, de la prise de conscience qui vous vient de cela. Moi, je prends toujours conscience du fait que j'appuie beaucoup trop sur la partie droite de mon corps et que j'ai un sentiment de légèreté de la partie gauche de mon corps, mais on va dire, contraction et pas de relaxation du côté droite. Alors, je suis toujours en train de focaliser sur le fait que d'un côté de mon corps, la gauche, je sens la relaxation, de l'autre côté, la droite, celui que j'utilise par instinct, peut-être du fait que je suis droitier, le plus. Ça, c'est peut-être, quand je réfléchis à ma posture, ma plus grande crainte. Alors ça, Laurent, tu en avais déjà parlé, en effet, ta machine, c'est pas c'est
la biopsychomachine dans laquelle j'habite a tendance à s'écraser d'un côté plutôt que de l'autre. Personnellement, je l'ai observé dans ma propre machine en termes de marche. Je me rends compte que lorsque je marchais, j'avais une tendance à ne pas être droit. Et je pense que c'est dans chacun d'entre nous, mais on y est plus ou moins attentif. Et derrière ce processus, en effet, il y a une liaison très forte entre le processus neuromusculaire, on va dire la neurofonction 1, et on va dire le processus neuroprogrammatif, la neurofonction 6. C'est-à-dire que souvent, elles sont imbriquées l'une dans l'autre, comme la 4 et la 5, on en parlait un petit peu avant, ou la 7 et la 3, on en a encore parlé avant. Et c'est ça qui est assez interpellant, c'est de se dire que le rôle qui va se jouer en nous est très lié à nos contractions, nos décontractions d'ici ou de là. Et ces contractions, décontractions, elles peuvent en effet se stabiliser d'une façon un peu gênante. C'est un peu comme si on avait besoin d'un bon massage parce qu'on est tordu, se stabiliser dans un processus postural. Et là, on est dans la posture corporelle qui nous emprisonne sur un morceau de contraction et qui est devenu peu à peu posture. Donc à nous de pouvoir observer, en l'occurrence, le rôle qui se joue en nous, alors le rôle du personnage tordu, ou tordant, et à nous de percevoir en même temps, eh bien, évidemment, derrière ce rôle, la posture ou la mouvance qui accompagne cette tension ou relaxation. C'est pas une observation instantanée, mais ça m'a rappelé une anecdote où, dans un environnement international, j'ai été confronté à 3 rôles simultanés qui ont généré 3 différentes postures un peu en même temps. C'est quand tu vas dire bonjour à une personne que tu n'as jamais rencontrée, mais tu ne sais pas si elle est anglo-saxonne, française, allemande, je ne sais quoi. Donc, il y a 3 rôles. Il y a le rôle de l'américain qui va aller vers le hug, comme ça. Il y a le rôle du français qui va aller vers la bise. Et il y a le rôle un peu, je sais pas, non partisan qui va aller serrer la main. Et ça crée une posture assez bizarre puisqu'il y a une espèce de mouvement la posture est complètement indescriptible. Et les rôles sont un peu mélangés, donc ça m'a rappelé ça en fait, juste à ce moment-là, ça me fait sourire. Ah oui, c'est très, très riche ce que tu nous dis là, en effet. Là. Quelle posture, quel mouvement adopter. Et le rôle influence la posture dans le sens où souvent c'est le premier qui démarre qui va créer la réponse ou qui va créer finalement le rôle opposé et le mouvement le rôle de l'américain qui va créer la posture adéquate. Ce serait l'ancrage pour moi, ce serait le rôle vis-à-vis de la posture. D'autres remarques, je dirais par exemple une Carole en posture intellectuelle, stylo levé au-dessus de la tête. C'était pas non plus une observation instantanée, mais un souvenir qui a été un peu gênant cette semaine au travail, puisque j'étais très concentrée sur un dossier. On est dans un bureau, on est 3. Et en fait, des mouvements de mon estomac ont complètement perturbé en fait ma concentration et surtout mon rôle dans le bureau. Et j'étais, alors qu'avant j'étais concentrée, calme, en fait,
je me suis orientée vers, enfin en tout cas ma machine, de façon spontanée, à essayer de détourner mon attention de ces crispations internes parce que j'avais faim, voilà, et je me suis spontanément tournée vers les autres pour leur parler et les détourner également de leur travail. Et en fait, je viens seulement d'y penser. C'est sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. C'était quelque chose de complètement naturel, mais c'est parce qu'on a évoqué ces neurofonctions et les rôles, les interactions, que ce souvenir m'est venu. C'est que, en fait, voilà, mon rôle dans le bureau et vis-à-vis des autres a complètement changé parce que des mouvements internes m'ont perturbé. Alors là, on était sur des mouvements internes, en effet, qui modifient un rôle corporel. Oui. Autre réflexion, ou bien je passe à la suite. Alors, et après ce 6 inter 5 ou 6 inter 4, on va venir donc dans du, je dirais, sensori-végétatif, c'est-à-dire donc entrant et stabilisant, donc 3 inter 1, ça vous dit, ou 1 inter 3 bien sûr. Donc, ce qui est de nature visuelle, qu'est-ce que mes yeux voient, et en même temps, suis-je contracté, décontracté, ici ou là, bon, dans la machinerie. Et le contraire possible, évidemment. Je observe ce qui est contracté ou décontracté ici ou là, et je prête attention à ce que visuellement mes yeux voient. Alors, vous observerez peut-être des mécanismes du genre, vous avez une jambe qui va devenir très, très dure, très contractée, parce que vous essayez absolument de voir ceci plus attentivement dans le mécanisme. Et à contrario, bien sûr, nous pouvons décider de relaxer la jambe ou autre membre contracté, sans aller jusqu'à l'estomac de Carole. Et quand on a une partie contractée, eh bien, on va peut-être voir autrement, et ça va nous aider à décontracter la partie contractée. Moi, je suis toujours la première chose que je vois quand j'observe, c'est quelque chose qui me rassure. Alors là, je suis en train d'observer une étagère, une bibliothèque, et parce que les livres qui sont publiés par Penguin, les livres Penguin, un éditeur très connu anglais, ils sont tous d'une couleur qui est orange. Alors, je regarde ces livres en premier parce que c'est quelque chose qui me rassure, qui me fait penser à des mémoires d'enfance. Alors, et c'est souvent le cas quand je suis dans un endroit étrange, mes yeux cherchent des objets familiers. Comme ça, c'est quelque chose qui peut me rassurer. C'est très joli ce que tu dis, c'est très proustien. Et c'est Marcel Proust qui cherchait les objets familiers, justement, et tout à fait dans la même quête de vous rassurer.
Alors oui, 1 inter 3, 3 inter 1, donc on peut s'apercevoir qu'on est contracté et que si on regarde ceci plutôt que cela, on va se décontraster, par exemple, oui. Moi, je t'observe j'ai expérimenté d'essayer de garder l'attention de l'œil sur un toit au loin. Et j'ai attrapé, à cause de la tension musculaire dans l'œil, en fait, j'attrape une lumière différente puisqu'il y a une distorsion légère je ne sais pas comment le décrire d'ailleurs. C'est de l'orthopsie, en fait, une espèce de création de tension qui déforme l'objet, donc je vois des lumières différentes. Et contrairement à ce qu'on travaillait précédemment avec Louis en ce qui me concerne, beaucoup de difficultés à avoir les deux en même temps. C'est plus un saut de l'un à l'autre que j'essaie d'accélérer. J'ai du mal à avoir les deux en même temps. Voilà. Bah, c'est toujours le même effort de quasi-simultanéité. En soi, c'est à nous de fournir l'effort de l'accélération et au bout d'un moment d'avoir quasiment les deux en même temps. Il y a une forme de... Tu sais, après l'exercice, quand tu es tendu et que tu relâches ton corps, après une concentration sur l'un des sens, j'ai un mouvement au niveau du pied pour me relaxer la jambe, où je vais faire tourner mon pied comme ça, comme si je venais d'avoir exercé mon corps, en fait. C'est très étrange. Oui. Passe à la suite alors. La suite est fin, donc c'est 7 inter 6, après le... Pardon, je vais aller un petit peu trop vite. Après le 3 inter 1, c'est le 3 inter 6, évidemment. Donc, quel rôle corporel se joue en nous quand nous sommes en train de voir ceci ou cela, ou le contraire. Nous sommes dans un rôle, nous prenons conscience de ce rôle corporel et réalisons que nos yeux ont tendance à chercher à voir ceci ou cela. Alors, je vois des morceaux des uns et des autres, donc je peux voir le rôle comme ceci, sergéen, le rôle comme cela, carolingien. Et bon, mais derrière ce rôle, oui, capturons le mécanisme visuel. Alors, je vais directement donc à 7 inter 6, on est presque à la fin de la série. Alors, 7 inter 6 ou 6 inter 7, bien sûr. Par exemple, il y a des oiseaux qui chantent dans la cour derrière moi, cette jolie terrasse. Eh bien, est-ce que ça n'amène pas l'animal à se redresser?
et donc à adopter, donc là, on peut passer du 4 au 5, adopter une posture plus solide, appliquant un rôle plus puissant, par exemple. Sinon, vous avez peut-être le recours à votre cœur qui bat, à vos poumons qui respirent, sont en mouvement et donc produisent un petit bruit. Pour apprécier justement si le rôle est un rôle en devant, en affirmation, ou bien plus tranquille, en arrière, stabilisation. Pour moi, les oiseaux, ça apporte le rôle plus en arrière, comme tu dis. Ou un bruit blanc, un bruit lointain. Le bruit lointain apporte plus de relaxation, ou le bruit chantant, ou le son chantant. J'ai une petite question, Danfield, quand tu dis, par exemple, on peut observer le rôle quand on est plus en avant ou en arrière. Pour moi, ça, c'était la posture, c'était pas forcément le rôle. Oui. La posture, par exemple, sur la chaise, effectivement, si on est dans l'écoute ou dans l'attention à ce que la personne dit, on va peut-être être plus vers elle, mais pour moi, c'était une posture, c'était pas forcément le rôle. Alors, le rôle, j'y reviens, c'est un peu une sorte de récapitulatif, d'ailleurs, on peut le référer au théâtre. Donc, on peut dire que si la posture, ça pourrait être référent à la sculpture, si ce qu'on parlait Aurélie avant, le positionnement dans l'espace, c'est un peu d'architecture, si les mouvements, c'est un peu de la chorégraphie, sinon, visuel, c'est de la peinture. Donc, on peut attacher un art à chacune des neurofonctions que nous travaillons, et on peut dire que le rôle, corporel ou intellectuel ou motivationnel, le rôle, c'est finalement du théâtre, c'est-à-dire ça reprend toutes les autres neurofonctions, mais on peut évidemment en prendre une comme principale. Donc évidemment, si je évoquais une posture en avant ou une posture en arrière, c'était simplement l'élément descriptif principal. En réalité, c'est le rôle qui se joue à travers le personnage qui va de l'avant ou le personnage qui s'est plus stabilisé en arrière. D'accord. Et parce qu'en fait, ça m'a fait penser une situation que j'ai vécue il y a un petit bout de temps, mais qui m'a marquée, où effectivement, j'étais au téléphone avec quelqu'un et j'étais dans l'écoute, mais un peu... la personne était agressive et j'essayais de me défendre et donc du coup j'étais alors que j'étais au téléphone, donc j'avais pas vraiment de rôle à jouer vis-à-vis de cette personne-là, mais j'ai eu cette posture de me mettre en avant sur le devant de ma chaise et d'être presque prête à bondir par rapport en réaction aux mots qu'utilisait la personne. Et à un moment donné, quand j'ai pris conscience que ce que la personne disait était allé un petit peu trop loin et que je n'étais plus, qu'il fallait que je prenne du recul, justement, je me suis vraiment mis en arrière dans mon siège. Et c'est comme si, en fait, je m'éloignais du téléphone alors que je l'avais toujours à l'oreille. Et j'étais vraiment dans un rôle beaucoup plus, voilà, effectivement, vraiment à prendre du recul et je ne prenais plus les mots que la personne utilisait de façon personnelle. Donc c'est pour ça, en fait, l'exemple que tu avais donné a fait écho à une expérience que j'ai vécue qui m'a marquée. Mais j'avais interprété ça effectivement comme une posture de défense et à un moment donné d'éloignement.
le fait d'en parler, effectivement, ça m'a fait comprendre que j'étais aussi dans un rôle. Mais que, pour en revenir à ce que disait Isabelle, qu'en même temps, on est quand même toujours un petit peu avec plusieurs neurofonctions en même temps, que la posture a forcément un rôle à jouer sur le rôle que nous, on va adopter, etc. Alors, d'autant plus quand tu parles du rôle corporel, en l'occurrence, il y a la posture, mais il y a aussi ta façon d'écouter l'autre, t'entends plus ou moins, ta façon de regarder devant toi, plus ou moins, ta façon d'être contracté ou relaxé. Tout ça, ça participe du rôle corporel, et en l'occurrence, justement, de cet éloignement vis-à-vis de l'interlocuteur ou interlocutrice pas trop tumultueuse. Je note juste un tout petit rappel, c'est que au niveau du rôle corporel, c'est qu'est-ce que donne à voir ton corps à l'autre? Qu'est-ce que tu donnes à voir corporellement à l'autre? Là, on reprend ce que vient de dire Danfield, c'est-à-dire bah, il y a la posture, il y a la manière dont tu vas écouter, la manière dont tu vas regarder, voilà. Qu'est-ce que tu donnes à voir? Qu'est-ce que ton corps donne à voir à l'autre? Et même, Là, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, comme c'était au téléphone, j'avais pas de rôle visuel à avoir vis-à-vis de la personne. Donc moi, je l'ai vraiment ressenti dans ce que je vivais, dans mon interaction avec la personne. Donc ça s'est certainement entendu au niveau de la voix. Au moment où j'étais en fait sur le devant de la chaise, un peu crispée vraisemblablement, enfin parce que je pense que j'étais dans une posture de défense, avec une voix beaucoup plus aiguë et un débit plus rapide. Et quand je me suis reculée, c'est pour ça que je parlais vraiment de prendre du recul. Et là, c'est comme si j'avais pris une grande inspiration et bon, allez, c'est bon. Et mon débit était plus lent, ma voix était plus posée. Donc là, il y a forcément la neurofonction de Louis qui est entrée en jeu, mais finalement, il n'y avait que le rôle à travers ma voix qui est entrée en question dans cette relation avec la personne. Mais moi, par contre, j'ai vraiment observé le rôle que j'avais dans la relation même téléphonique, mais le fait que je me pose, ou que je me défende. En fait, même si l'autre ne nous voit pas, finalement, on adopte quand même un rôle, même si c'est pas forcément pour l'autre. Alors, est-ce que c'est pas forcément pour être vu? Je pense que ça doit être un mode de fonctionnement automatique de notre machinerie, pas seulement pour être vu, finalement. Alors, la personne, comme quelqu'un entre le dit, ou l'interlocuteur ou interlocutrice, pour être plus précis, nous apparaît très souvent sans nous apparaître. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des modes schizoïdes. Je ne dirais pas schizophréniques, mais pas loin. C'est-à-dire que tu peux observer des gens, parfois même t'auto-observer, des gens qui parlent à quelqu'un. Quoi servent ces dépenses d'énergie avec des gestes à n'en plus finir, alors que l'autre, en effet, n'est pas là. C'est le téléphone. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on arrive au moment où on observe soi-même dans ces mécanismes, et là, on se dit, pourquoi je dépense mon énergie à des mouvements puisqu'il n'y a personne pour me regarder? Et là, on relaxe la machinerie, on change la posture, on change les mouvements, on les enlève même, corporellement parlant, et donc beaucoup d'énergie à économiser. Et on peut donc se concentrer plus sur, alors là, on y viendra plus tard, sur notre voix, c'est du corporel, mais aussi ce qu'on dit, c'est de l'intellectuel, voire la façon dont on dit, c'est du motivationnel. Alors, d'autres réflexions, puisqu'on est sur donc 7 inter 6, et puis on arrive à 7 inter 1. C'est un terrain, haha, un bon terrain. 7 inter 1 ou 1 inter 7 pour clore la cascade, on pourrait dire, de neuroconnexion, la douzaine de
nos connexions, nous allons pouvoir explorer. Alors là, c'est un peu le même mécanisme. On peut se dire qu'on écoute ceci ou cela et on est contracté ou on est décontrasté, d'ici ou de là, des jambes, du pied, de la mâchoire, de plissement du front. Il y a aussi des gens qui parlent par en haut avec le front qui se plisse à n'en plus finir, par exemple. Donc on peut auto-observer les contractions, décontractions au moment où on est en train d'écouter quelqu'un nous parlant ou nous-mêmes parlant, par exemple. Dans cette écoute des sons qui viennent autour de vous ou à l'intérieur de vous, on peut voir l'estomac qui gazouille et à côté de cela, en connexion avec cela, l'attention que nous pouvons porter à telle partie de notre corps qui est contractée. Ça peut être une jambe, une fesse, que sais-je encore, une épaule, donc, ou au contraire, ce qui est bien relaxé. Je crois que ça, ce qui est important pour moi, c'est plutôt que la voix intérieure s'éteint pour que je puisse avoir le plaisir d'écouter tout ce qui est autour de moi et pas la voix intérieure qui est des fois le pas sur tout le reste de ce que je pourrais avoir comme expérience. Oui, Laurent, ce que tu dis, c'est en effet intéressant parce que porter attention à ceci et à cela, ça peut nous amener à stopper le moulin à parole à l'intérieur de nous. Et en l'occurrence, porter attention à ce qui est de la nature de l'écoute et un autre paramètre dont on avait un petit peu pu découvrir l'écoute et la posture, l'écoute et le mouvement, l'écoute et le rôle, l'écoute et on va dire l'aspect neuromusculaire relaxé ou tendu. Dites-moi si vous avez encore quelques réflexions suite à l'expérimentation basique maintenant tout de suite, ou sinon nous allons clore la partie enregistrée de notre rencontre. Bon, alors je clôt